Il est 2 heures du matin et ton radar s'illumine d'une pluie d'échos ennemis. Un instant après, tu les entends. Ça ressemble à un essaim d'insectes géants, mais tu reconnais immédiatement les moteurs de 550 cm3 des drones kamikazes, Shahed fabriqués en Iran. Chaque membre de l'essaim transporte une ogive pouvant aller jusqu'à 50 kg, soit plus de 100 livres, et ils foncent sur toi à 185 km à l'heure, soit 115 miles par heure. Tu n'as pas le temps de réfléchir à tes options. Tu tires avec ta batterie de missiles Patriot PAC-3 menace écartée. Tu es en sécurité. Tes soldats sont en sécurité. Mais ça t'a coûté vraiment, vraiment cher. Le Shahed 136 drone kamikaze, également désigné Gerand 2 par la Russie, coûte aussi peu que $20 000 à fabriquer. En revanche, chaque missile PAC-3 coûte plus de 2 millions de dollars. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en économie pour voir que cette situation n'est pas viable. C'est cette réalité financière qui a guidé la stratégie militaire en Ukraine. Pendant près d'un siècle, durant la guerre froide et la lutte contre le terrorisme, les États-Unis et leurs alliés ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour développer des défenses aériennes capables d'abattre des bombardiers furtifs supersoniques et d'intercepter des missiles balistiques intercontinentaux. Et même s'ils pouvaient en faire cela parfaitement, ils ont beaucoup plus de mal face à des vagues massives de ce qui s'apparente à des tondeuses volantes avec des bombes attachées à l'avant. Voici le P-Hudson. Ce drone intercepteur, bon marché et évolutif, est délibérément à l'opposé d'un méga-projet, autant qu'il est possible de l'être. Mais l'environnement révolutionnaire de recherche et développement, qui a vu sa naissance, contourne l'abondance d'industriels de la défense valant des milliards de dollars et réécrit les règles de la guerre aérienne en temps réel. Croyez-le ou non, l'histoire des drones ou véhicules aériens sans pilote en combat remonte à la première moitié du XIXe siècle. Lors du siège de Venise en 1849, l'Empire autrichien a lancé des centaines de montgolfières explosives sur la ville. Certaines ont atteint leur cible, mais les vents ont ramené d'autres ballons chez les Autrichiens. Un contrôle à distance aurait clairement été utile. La Première Guerre mondiale a vu un progrès considérable dans la technologie des drones grâce à l'invention de l'avion. En 1918, les États-Unis ont développé le Kettering Bug, un avion sans pilote. Après une distance prédéfinie, les ailes de l'avion se détachaient automatiquement, faisant chuter le fuselage explosif au sol. Bien que ce soit vraiment impressionnant pour cette époque, la guerre s'est terminée avant qu'il ne soit utilisé au combat. Le premier véritable drone n'a été créé qu'aux années 1930 lorsque les Britanniques ont conçu un avion télécommandé appelé le DH-82B Queen Bee, une variante du de Havilland DH-82 Tiger Moth. Il était radiocommandé et pouvait voler à des altitudes de plus de 5000 mètres, soit un peu plus de 16 000 pieds, et atteignait des vitesses de plus de 160 km par heure, soit 5 miles par heure. La Queen Bee n'était cependant pas un avion de chasse. C'était un drone cible, simplement un avion d'entraînement sur lequel les équipes anti-aériennes s'exerçaient. Néanmoins, c'était le premier UAV récupérable et entièrement réutilisable, et nous lui devons le terme drone. Il a été surnommé ainsi en raison de sa désignation en B. Le premier drone armé récupérable n'a été développé qu'au cours de la guerre menée par les États-Unis au Vietnam. La marine américaine a introduit le Girardin QH-50 en 1963, un hélicoptère télécommandé équipé de torpilles Mark 44 ou Mark 46, conçu pour la lutte anti-sous-marine à longue portée. Le concept original prévoyait même de larguer des charges de profondeur nucléaire, ce qui est un fait amusant assez fou. Le drone a été conçu en pensant à l'Union soviétique, tandis que les sous-marins ont eu peu d'importance durant la guerre du Vietnam. Cependant, les États-Unis les ont utilisés, surtout après les avoir équipés de caméras de télévision pour en faire des drones de reconnaissance. Cependant, ils étaient à peine fiables, et la marine a perdu plus de la moitié de ses 746 véhicules Dash en mer. Le programme a été arrêté en 1969. L'ère moderne de la guerre par drone a débuté au Moyen-Orient dans les années 70. En 1973, les forces de défense israéliennes ont introduit le Tehaduran Mastiff, largement considéré comme le premier drone de surveillance militaire moderne au monde. Il a été suivi par le Scout de l'industrie aéronautique israélienne comme concurrent. Les deux drones ont joué un rôle crucial lors de la guerre du Liban. En 1982, les FDI ont affronté une forte opposition via des missiles solaires syriens tirés depuis la vallée de la Bekaa. Lors de l'opération Mole Cricket 19, au nom très original, Israël a adopté une stratégie d'une grande ingéniosité. Les FDI ont équipé des essaims de Mastiff et de Scout de réflecteurs et d'émetteurs radars, les faisant apparaître comme des avions grandeur nature sur les radars syriens. Quand ces drones ont survolé la vallée de Bacar, les Syriens, pensant à une attaque massive de chasseurs israéliens, ont activé leurs radars pour les détecter. Ensuite, les drones israéliens, équipés de caméras vidéo et de capteurs électroniques, ont localisé précisément les positions des radars syriens.
Ils ont envoyé ces données aux avions de commandement israéliens, E-2C Hawkeye, stationnés à des kilomètres de là, au-dessus de la Méditerranée. Alors que les systèmes syriens allaient tirer sur les drones, les F-4 israéliens, les Phantom et les lanceurs au sol ont utilisé les coordonnées fournies pour déclencher un bombardement de missiles anti-radar qui se sont dirigés vers les ondes radar et ont complètement détruit les batteries de missiles solaires. Dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de leur infrastructure, l'armée syrienne a fait décoller des dizaines de ses chasseurs MiG et Sukhoi de fabrication soviétique. La bataille aérienne très déséquilibrée qui suivit est devenue célèbre comme le Bacar Valley Turkey Shoot. Privés de leur réseau radar et de communication, les pilotes syriens volaient à l'aveugle. L'armée de l'air israélienne a abattu au moins 82 avions syriens tout en n'en perdant aucun. Ici, les drones israéliens n'ont pas combattu, assurant seulement la reconnaissance et jouant le rôle de leurs ingénieux. Mais leur rôle essentiel dans une mission aussi réussie a attiré l'attention de le géant militaire que représentaient maintenant les États-Unis. Après qu'Israël a détruit les défenses aériennes syriennes avec des drones pendant la guerre du Liban en 1982, les États-Unis se sont retrouvés entraînés dans le conflit comme force de maintien de la paix en 1983. La marine américaine a déployé l'USS New Jersey, un grand cuirassé de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, près de Beyrouth pour soutenir les marines américains par son artillerie. Mais elle a rencontré un obstacle majeur avec ses 9 canons de 16 pouces, capables de tirer des explosifs de plusieurs tonnes à plus de 20 miles. Elle ne voyait pas ses cibles, dissimulées derrière les montagnes libanaises, tandis que les avions de reconnaissance rencontraient une forte résistance des défenses anti-aériennes syriennes. La marine a réalisé qu'Israël avait déjà la solution. Dans une co-entreprise entre Israel Aircraft Industries et AI Corporation, les deux nations ont partagé leur expertise pour adapter le Scout aux besoins militaires américains, créant ainsi le RQ-2 Pioneer, toujours un appareil de reconnaissance, comme l'indique le R de sa désignation. Le Pioneer a réalisé l'un des exploits majeurs de l'histoire des drones. La première fois que des soldats humains se sont rendus à un robot. Durant la guerre du Golfe de 1991, la marine américaine gardait en permanence au moins un Pioneer en vol pour localiser des cibles, permettant à l'USS Wisconsin et à l'USS Missouri de pilonner les forces irakiennes sur l'île de Falaka. Les soldats irakiens ont fini par comprendre que le bruit du moteur du Pioneer signalait un bombardement imminent et se sont précipités hors de leur bunker en agitant des drapeaux blancs et des t-shirts pour se rendre devant la caméra du drone. Malgré le succès des Pioneers lors de la guerre du Golfe, ils présentaient un défaut majeur. Il était contrôlé par des signaux radio en bande C, ce qui signifiait qu'il devait maintenir une ligne de vue dégagée avec une antenne au sol. Cela lui donnait une portée maximale absolue d'environ 160 km, soit 100 miles. Cette portée était aussi limitée par l'autonomie du drone, d'environ 5 heures. Plus il parcourait de distance pour atteindre une cible, moins il avait de temps pour l'observer. Ces défauts n'étaient pas un gros problème dans le Golfe Persique, mais ils rendirent le Pioneer pratiquement inutile lorsque la CIA voulait espionner des cibles militaires serbes en Bosnie pendant les guerres yougoslaves. Il ne pouvait pas surveiller longtemps, et les Alpes dinariques empêchaient en toute liaison en ligne de vue. Heureusement, la CIA avait déjà une solution depuis le début des années 1980. Au milieu des années 70, un ingénieur nommé Abraham Karen travaillait pour Israel Aircraft Industries, la même entreprise qui avait développé l'IAI Scout. Ironiquement, l'ancien officier de l'armée de l'air, convaincu que les drones étaient l'avenir de la guerre, s'est lassé du désintérêt de son patron pour eux à l'époque. Il a finalement immigré aux États-Unis en 1977 et a commencé à construire des drones dans un garage à Los Angeles, produisant un planeur cylindrique en fibre de verre appelé l'Albatros en 1981. Incroyablement, il était capable de rester en vol pendant 56 heures d'affilée. La DARPA, la branche de recherche avancée du Pentagone, a immédiatement remarqué cela. Ils ont financé Karem pour transformer l'Albatros en version militaire, l'Amber. L'Union soviétique s'est effondrée peu après, poussant les États-Unis à réduire le financement des programmes expérimentaux. Ils ont annulé le contrat de Karem et son entreprise Leading Systems Incorporated a fait faillite en 1990. General Atomics, sous-traitant de la défense à San Diego, a sauvé Karem en rachetant son entreprise à bas prix et en conservant lui et son équipe comme ingénieurs. Quelques années plus tard, la CIA a consulté General Atomics pour leurs problèmes dans les Balkans. Ils ont discrètement acheté 5 drones NAD 750 conçus par Karem. Ils les ont envoyés en Albanie. Après test, la CIA a exigé des améliorations en 1994. Le NAT était trop bruyant pour des missions secrètes et nécessitait une liaison radio en ligne de vue. L'équipe de Karem chez General Atomics a remplacé le moteur par un Rotax 4 cylindres et surtout a ajouté une liaison de données par satellite.
Le RQ-1 Predator est alors créé, devenant le drone le plus célèbre et révélant la guerre par drone au public. Son nez en forme de baleine beluga venait d'un dôme de communication par satellite ajouté à l'avant par General Atomics. Malgré son nom, le Predator n'était en fait qu'une caméra volante pour le reste du XXe siècle. Cependant, la CIA devenait de plus en plus frustrée dans sa traque d'Oussama Ben Laden, qui se cachait en Afghanistan. Même si les drones Predator pouvaient le localiser, le temps qu'ils envoient un avion de chasse sur place, il s'était déjà déplacé ailleurs. Le Predator avait besoin de ses propres armes. Bien sûr, l'ingénierie était évidemment plus compliquée qu'il n'y paraît, mais en gros, l'équipe de développement rapide de l'armée de l'air, surnommée Big Safari, a simplement fixé un missile anti-char AGM-114 Hellfire dessus. Ils ont changé sa désignation de RQ-1 à MQ-1 parce que c'était un drone multirôle, M plutôt qu'un simple drone de reconnaissance. Ah, l'ère des frappes de drones Hunter-Killer était arrivée. Pendant 20 ans, le MQ-1 Predator de General Atomics et son cousin le MQ-9 Reaper ont dominé les airs, opérant en Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Afghanistan, Irak, Syrie, Somalie et Libye. Le Reaper a même été responsable de l'attaque de janvier 2020 à l'aéroport international de Bagdad, qui a assassiné Qassem Soleimani, alors commandant de la force Al-Quds iranienne. Cependant, les ingénieurs iraniens ont totalement changé la donne, comme l'a prouvé la guerre en Ukraine, ironiquement grâce à la technologie américaine. À la fin de 2011, la CIA pilotait un drone furtif RQ-170, sentinelle hautement classifié en plein espace aérien iranien pour espionner l'installation nucléaire de Natanz. Les États-Unis affirment qu'il s'est écrasé près de Cachemire après une défaillance. L'Iran affirme que ses agents ont utilisé des systèmes russes pour brouiller la liaison satellite du drone. Cela a déclenché un protocole de sécurité pour le faire revenir à la base en Afghanistan en pilote automatique, mais les Iraniens ont ensuite falsifié son signal GPS, le trompant pour qu'il atterrisse en toute sécurité sur une piste iranienne. Quoi qu'il en soit, l'Iran a mis la main sur un drone américain top secret. Le président Obama en a demandé la restitution. L'Iran a refusé. La société aérospatiale iranienne Shahed Aviation Industries s'est immédiatement mise au travail pour faire de l'ingénierie inverse sur la technologie américaine. En 2014, il fabriquait le Shahad 171 Samor, pratiquement une réplique parfaite du RQ-170, et le Shahed 191 Sagaïr, une version légèrement plus petite équipée de missiles anti-chars. Mais ce n'est pas tout. En 2012, l'Iran a capturé un autre drone américain, le Boeing MQ-27 Scan Eagle. Une fois de plus, les deux pays n'étaient pas d'accord sur la façon dont cela s'est produit. L'Iran affirme que le drone a violé son espace aérien, a été neutralisé par guerre électronique et récupéré dans le golfe Persique. La marine américaine a nié et assuré qu'aucun drone ne manquait, précisant que les photos ne montraient aucun marquage militaire américain habituel. Contrairement au Sentinel, qui était un appareil top secret de la CIA, le Scan Eagle est produit en série et largement exporté. D'autres pays les utilisaient aussi, notamment les Émirats arabes unis, l'Australie et le Canada dans le golfe Persique à l'époque. Bref, personne ne sait vraiment d'où ils venaient. Quoi qu'il en soit, les résultats étaient identiques. Les ingénieurs iraniens ont mis seulement 10 mois à cloner le Scan Eagle et à créer le Quds Yassir, ou Siet 2. Ils l'ont même amélioré en remplaçant la queue par un empennage bipoutre en V inversé. Désormais, l'Iran possédait le savoir-faire technologique pour créer des drones de pointe, mais il leur manquait encore un élément assez important de l'équation, l'argent. Même s'ils produisaient un drone comme le RQ-170, ils ne pourraient jamais en fabriquer autant que les États-Unis, surtout avec les sanctions qui limitent l'approvisionnement. Et ils ne pouvaient certainement pas se permettre des défenses aériennes complémentaires comme les systèmes Patriot. Pourtant, c'est précisément cette asymétrie économique qui a conduit à une nouvelle ère de la guerre par drone. L'Iran ne pourrait jamais gagner la course à la supériorité technologique. Pourquoi ne pas, au lieu de dépenser des milliards pour créer un drone évitant les défenses américaines, prendre une direction totalement opposée ? Et s'il concevait un drone si bon marché et simple que repousser ses essaims ruinerait l'ennemi ? L'Iran a d'abord testé cette idée avec les drones Qassaf-1 et Qassaf-2K qu'ils ont fournis aux rebelles Houthis au Yémen. Ce furent parmi les premières munitions rôdeuses, souvent appelées drones kamikazes. Elles étaient à très bon marché, coûtant environ 5 000 $ chacune et utilisant une technologie GPS commerciale pour voler de façon autonome sur des trajectoires préprogrammées. Arrivées sur la cible, elles coupèrent leur moteur et fonçaient sur l'ennemi avec environ 30 kg, soit 65 livres, d'explosifs. Les Saoudiens utilisent souvent des systèmes de défense américains, comme les Patriot, qui peinent à repérer ces petits drones à basse altitude. Même si l'un d'eux est abattu, ce n'est pas une perte grave. D'autres le remplaceraient dans vite. Il coûte de seulement 5 000 $. Ces premiers drones kamikazes ont prouvé leur utilité en 2019, lors d'une attaque contre la base aérienne d'Al-Anad.
Les Houthis ont fait voler un drone KCTF au-dessus d'un défilé militaire sur une base près d'Aden et il a explosé juste au-dessus de la tribune VIP, tuant au moins 6 hauts officiers de l'armée yéménite soutenue par l'Arabie saoudite. Al-Anad a montré que l'Iran pouvait contourner des défenses aériennes américaines coûteuses et remporter des victoires grâce à des drones militaires moins chers que la plupart des voitures. Ils étaient moins montés en puissance. Plus tard la même année, un essaim de drones iraniens Shahed 131 s'est abattu sur les installations de traitement de pétrole d'Aramco à Abkhaz et Krais. Dotés de petits moteurs rotatifs issus de la rétro-ingénierie d'une technologie britannique, ces aéronefs autonomes utilisaient aussi un GPS préprogrammé pour frapper directement les réservoirs sphériques de séparation gaz-pétrole saoudiens, malgré une cible d'environ 30 mètres, soit 100 pieds, de large. Les Houthis ont revendiqué l'attaque, mais des enquêtes américaines et alliées estiment que la portée de 900 km, soit environ 550 miles, de ces drones exclut le Yémen comme origine, suggérant une provenance directe d'Iran. L'attaque a temporairement mis hors service 5% de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole, et cela malgré les milliards et milliards de dollars que l'Arabie saoudite avait dépensés dans des systèmes de défense aérienne américains. L'attaque contre Saudi Aramco a marqué un tournant dans la guerre des drones, mettant fin à l'ère des Predator et Reaper à plusieurs millions de dollars. Le Shahed 131 était sur le point de recevoir des améliorations majeures. En 2021, l'armée iranienne avait réussi à déployer le Shahed 136, le petit frère plus grand et plus redoutable du 131. Ils ont remplacé le moteur rotatif par un moteur allemand, Limbach L550E, à 4 cylindres de 550 cm3, issu de la rétro-ingénierie utilisée sur des avions civils. Certes, cela rendait le drone plus bruyant, mais la discrétion n'était pas l'objectif. Avec un moteur plus puissant, le 136 pouvait transporter une charge utile plus lourde, et ce n'était sûrement pas pour des biscuits de scout. Avec ses 50 kg, soit 110 livres, l'ogive allait maintenant peser plus de 3 fois celle des 131. Et enfin, ils ont augmenté l'envergure à 2,5 mètres, soit plus de 8 pieds, ce qui a plus que doublé la portée. Le Shahed 136 pouvait désormais parcourir jusqu'à 2000 km, soit plus de 1200 miles. C'est plus loin que la distance entre New York et Miami, ou plus important encore, entre Téhéran et Tel Aviv. Construit essentiellement à partir de composants de modélisme du commerce, pour l'essentiel rétroconçu, de fibres de verre et d'un moteur à peine plus puissant qu'une mobilette, le Shahed 136 était un missile de croisière à longue portée doté d'un GPS intégré et il ne coûtait que 20 000 $ à fabriquer. À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai parlé tout ce temps de l'Iran. N'est-ce pas une vidéo sur un drone ukrainien ? Eh bien, en réalité, jusqu'à ces dernières semaines, presque tous les Shahed 136 avaient été utilisés en Ukraine par la Russie. Au début de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe utilisait surtout des missiles de croisière high-tech comme le Calibre. Cependant, leur avancée sur Kiev stoppée et le conflit enlisé dans la boucherie actuelle, ils ont vite épuisé leur stock. Moscou devait trouver un moyen de pénétrer plus loin en Ukraine et frapper le réseau électrique avant le hiver 2022. Il voulait que ce soit moins cher et plus simple à produire en masse qu'un missile de croisière classique, surtout que les sanctions occidentales limitaient leur accès aux pièces de haute technologie. La Russie s'est tournée vers la Chine, mais celle-ci n'était pas intéressée à risquer des sanctions. Ils se sont tournés vers la Corée du Nord, mais elle n'avait pas vraiment de technologie militaire révolutionnaire à offrir. Finalement, l'Iran leur a fourni la solution parfaite sous la forme du Shahed 136. Entre septembre 2022 et le début de 2023, la Russie a lancé plus d'1 millier de Shahed 136 qu'ils avaient rebaptisé Gérant 2 contre le réseau électrique ukrainien. À la mi-hiver, près d'un tiers de l'infrastructure énergétique était gravement endommagée ou détruit. Des millions d'Ukrainiens ont affronté le froid sans chauffage, électricité ni eau courante. L'impact psychologique était sans doute plus grave. Les drones arrivaient sans relâche et la situation allait empirer. En décembre 2022, il a été révélé que l'Iran avait accepté d'aider la Russie à construire sa propre usine de production pour le Gérand de l'usine de drones Yalabuga, dans la zone économique spéciale d'Alabuga, au Tatarstan. Il y avait tellement de drones que peu importait combien l'Ukraine en abattait avec ses défenses aériennes. Il suffisait d'un seul pour causer d'énormes dégâts au réseau électrique. L'Ukraine devait utiliser en permanence des missiles intercepteurs importés coûtant des millions de dollars comme les Patriot ou NASAMS pour maintenir l'électricité à Kiev, épuisant rapidement ses fonds. De toute évidence, il fallait un tout nouveau paradigme, basé sur des solutions bon marché et ingénieuses plutôt que sur des systèmes high-tech coûteux qu'ils devaient acheter à leurs alliés. Au final, l'Ukraine a réussi à survivre à l'hiver 2022-2023 parce qu'ils ont reconnu cette réalité. Par exemple, ils ont commencé à utiliser le canon anti-aérien automoteur allemand Flak Panzer Gepard.
Conçu dans les années 70 pour détruire des hélicoptères soviétiques, le Gepard possède 2 canons automatiques de 35 mm guidés par radar. L'utilisation du radar pour viser s'est révélée très efficace contre les Gerand 2 et les munitions incendiaires hautement explosives de 35 mm sont nettement moins chères que les missiles solaires. En fait, d'après les contrats avec le fabricant Rheinmetall, chaque obus ne coûte qu'environ $600. Cependant, la manière la plus ingénieuse dont l'Ukraine a contré les drones a été d'utiliser une application pour smartphone, contre toute attente. Le plus grand défaut du Gerand 2 est sans doute le bruit. Ce moteur de 550 cm3 fait le même bruit qu'un souffleur de feuilles, et un essaim de ces drones est difficile à manquer lorsqu'il traverse le ciel, surtout en tenant compte de la faible altitude à laquelle ils volent habituellement. Technari, un groupe de bénévoles ingénieurs et informaticiens d'Odessa, a lancé l'appli IPO où les citoyens pouvaient rapidement appuyer sur un bouton s'ils entendaient ou voyaient un drone à proximité. C'est en fait un système de radar participatif à l'échelle nationale utilisant l'ouïe humaine. IPO compte actuellement plus de 800 000 utilisateurs vérifiés qui ont effectué plus de 850 000 signalements. Avec IPO littéralement en main, l'Ukraine a ensuite formé des groupes mobiles de tir. Ils ont monté des mitrailleuses lourdes bon marché comme la DSHK M1938 soviétique ou les Browning M2 américaines, ainsi que des canons anti-aériens automatiques comme les Gepard à l'arrière de pick-up commerciaux équipés de projecteurs et de caméras thermiques. Ils utilisaient l'application et du matériel commercial bon marché pour traquer les drones. C'était vraiment la version défensive de l'histoire d'origine du Shahed 136 et cela a mis l'Ukraine et le reste de leurs alliés occidentaux dans le bon état d'esprit pour créer un environnement d'ingénierie innovant qui a finalement donné naissance au Skyfall P-Onson. La révolution ayant engendré le P-Onson est sans doute l'un des bouleversements majeurs de l'industrie militaire depuis la révolution industrielle. Non seulement il était trop lent et trop coûteux d'attendre que des industriels de la défense bien établis dans d'autres pays expédient du matériel à $1 million à travers l'océan, mais c'était aussi trop centralisé. Cela ne pouvait suivre l'évolution quotidienne du champ de bataille. Si l'Ukraine installait de grandes usines, comme aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest, un bombardement de drones russes bon marché pourrait tout détruire après des milliards investis. Comme pour l'application IPO, les laboratoires de sous-sol sont issus de citoyens ordinaires, non d'un mandat gouvernemental ou d'une stratégie militaire. Presque dès le début de la guerre, les forces ukrainiennes ont commencé à utiliser des drones commerciaux chinois DJI, coûtant chacun environ $500 pour repérer les chars russes. Très vite, les soldats ont fixé des grenades à main à des quadricoptères de loisirs avec des imprimantes 3D et des colliers de serrage. À la fin de 2023, cela avait évolué vers la production de masses de drones kamikazes en vue subjective. Plutôt que de regrouper tous leurs ingénieurs dans une grande installation vulnérable à une frappe russe, le ministère ukrainien de la Défense et d'autres bureaux ont créé Brave One. Avec 39 millions de dollars en 2024, Brave One relie ingénieurs, scientifiques, militaires et investisseurs pour sous-traiter l'industrie militaire à des centaines de start-up indépendantes, situées à Kiev dans des garages d'anciens entrepôts soviétiques et même sous terre. Cet écosystème de laboratoires souterrains s'appuie sur la rétro-ingénierie pour devancer l'ennemi. À chaque fois qu'une unité de guerre électronique ukrainienne brouille et abat un drone russe, une équipe de récupération au front le ramasse et l'envoie dans un laboratoire souterrain spécialisé à Kiev ou à Lviv. Là-bas, ils démontent le drone pour comprendre son fonctionnement. Les drones russes utilisent de nombreuses pièces commerciales provenant du monde entier, y compris de pays occidentaux, ce qui les rend abordables mais aussi faciles à analyser par les ingénieurs ukrainiens. Par exemple, des Geran de récupérer en Ukraine contenaient des processeurs TMS 320 de Texas Instruments et des pompes à carburant de la société anglo-américaine TI Fluid Systems. Après identification des micropuces et décodage des fréquences radio des drones russes, la plateforme Brave One intervient. Il sollicite le réseau de plus de 1500 startups technologiques ukrainiennes pour demander un nouvel appareil. Cela peut être un drone intercepteur suffisamment rapide pour rivaliser avec un profil de moteur spécifique ou un brouilleur capable de gérer une fréquence particulière. Ils accordent des subventions aux startups, prouvant avoir mis au point par rétro-ingénierie les contre-mesures nécessaires face à une menace russe donnée. À ce jour, Brave One a accordé plus de 470 subventions pour environ 33 millions de dollars et plus de 50 startups ukrainiennes ont obtenu plus de 105 millions de dollars en capital d'amorçage privé d'investisseurs européens et américains. Tout ce financement a évidemment créé un boom économique pour les startups de la défense. Avant la guerre, il n'y avait que 7 fabricants de drones en Ukraine. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. En 2023, ils produisaient déjà 600 000 drones FPV. Mais des responsables militaires ont affirmé qu'au rythme actuel, ils devraient en fabriquer pas moins de 7 millions de drones cette année.
Pour contexte, l'armée américaine, de loin la plus grande et la mieux financée au monde, ne fabrique qu'environ 100 000 drones de combat par an. Dans cet écosystème dynamique de start-up, subventions et investisseurs, Skyfall est passé de 4 ingénieurs dans un garage en Ukraine à une grande entreprise de défense employant des milliers de personnes, symbole de la révolution des laboratoires de sous-sol. Précurseurs sur Brave One, ils ont aussi obtenu de gros investissements étrangers pour devenir le principal fabricant de drones en Ukraine. Le premier grand succès de Skyfall a été le drone bombardier Vampire, peu après l'invasion russe en 2022. Le fait qu'il ait été surnommé Baba Yaga par les troupes russes, d'après le personnage féminin du folklore slave qui se déplace dans un mortier et fait frire puis mange des enfants, en dit long sur sa réputation sur le champ de bataille. Baba Yaga terrorise le ciel avec une structure arachnéenne dotée de 6 à 8 rotors. Dotée d'une caméra thermique infrarouge et d'une ogive de 15 kg, 33 livres, cette flotte de bombardiers sans pilote a mené plus de 2,5 millions de missions de combat en 2025. En plus de son surnom, le Vampire inspire tellement de peur au cœur des troupes ennemies qu'une véritable mythologie s'est développée autour de lui. Des soldats tchétchènes de l'armée russe ont même affirmé avoir rencontré des vampires munis de griffes qui enlèvent des soldats blessés hors du champ de bataille. Bien qu'il existe des drones industriels capables de soulever des êtres humains, cela serait un exploit considérable pour un drone militaire comme le Vampire. Mais cela montre à quel point le Skyfall s'est révélé être un matériel militaire redoutable. Ils ont ensuite poursuivi ce succès avec le drone kamikaze FPV Shrike. Pesant 900 grammes, soit moins de 2 livres, et mesurant à peine plus qu'un drone civil standard, 25 cm ou 10 pouces, il est fait de modules imprimés en 3D, dont les plans peuvent être aisément partagés entre les fabricants issus de laboratoires de sous-sol. Ainsi, même si la Russie détruit un laboratoire, la production globale reste presque inchangée. Le Shrike est le joyau de l'arsenal de drones ukrainiens, car il a dominé le champ de la guerre électronique là où d'autres ont échoué. D'autres drones kamikazes, comme le Geron 2, ont un défaut majeur. Si leurs communications sont brouillées ou leur GPS leurré, ils peuvent être neutralisés avant d'atteindre leur cible. La variante du Shrike, connue sous le nom de Dix-Fibre, évite ce problème en supprimant complètement les communications sans fil. À la place, le drone déroule littéralement une bobine de câble à fibre optique physique de 10 km de long, soit 6 miles, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas brouiller. Une autre version, le Shrike 10CV, adopte une approche encore plus technologique, bien que plutôt étrange. Skyfall parle de vision par ordinateur, mais il s'agit d'un copilote IA pour le drone. Quand l'opérateur approche la cible, il la signale à l'IA du drone pour qu'elle la verrouille. Ensuite, à l'approche du drone, si l'ennemi brouille le signal et coupe la liaison avec l'opérateur, cela n'a aucune importance. L'IA prend simplement le relais et précipite l'appareil ainsi que sa charge utile sur la cible. Et tout cela pour un coût maximal absolu de 1 500 $ tout compris, option incluse. La version de base de jour ne coûte que 300 $, ce qui est moins cher qu'une machine à café. À ce stade, Skyfall a complètement commencé à changer la donne. L'Ukraine est passée d'un importateur dépendant du matériel militaire high-tech provenant des États-Unis et des alliés européens à un exportateur doté de la technologie de drones de pointe que tout le monde veut s'arracher. Début mars 2026. Le Pentagone a désigné les gagnants de la première phase de son programme de domination des drones, une initiative de 1,1 milliard de dollars visant à fournir d'urgence à l'armée américaine 30 000 nouveaux drones tactiques. Et devinez qui a remporté la première place ? La fibre Shrike Dix. Avec un score presque parfait de 99,3 points, meilleur que des dizaines de sous-traitants de la défense américaine disposant de beaucoup plus d'argent et de ressources, il a littéralement écrasé la concurrence. La révolution des laboratoires de sous-sol était à la fois économique et technologique. L'Ukraine a décentralisé son ingénierie et supprimé les lourdeurs bureaucratiques de l'armée et des sous-traitants de la défense. Vampire, ou Baby Yager si vous préférez, et Shrike sont des équipements militaires impressionnants, mais ils sont de nature offensive. Ils ne résolvent pas nécessairement le problème posé par les drones Geron 2 de la Russie. Pour cela, l'Ukraine avait besoin d'un drone intercepteur, un drone spécialement conçu pour neutraliser d'autres drones. Comme Shrike te manque son sens envaé car Okra Antilles, le P1 Sun se compose de modules facilement fabriqués par une imprimante 3D. Skyfall envoie les instructions à des laboratoires en sous-sol partout dans le pays, qui fabriquent donc des modules mis à jour pour remplacer les anciens, les combiner à volonté et rester en avance sur l'ennemi. L'opérateur peut, par exemple, remplacer la caméra optique de jour par une version thermique de vision nocturne en retirant le module de tête. Léger et compact, le P1 Sun atteint de grandes hauteurs et vitesses.
Il peut fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 5000 mètres, soit 16 400 pieds, et se déplacer à une vitesse pouvant atteindre 450 km/h, soit environ 280 miles par heure. Comparez cela au Shahed 136 ou au Juran 2 qui ont une altitude maximale de 4000 mètres, soit environ 13 000 pieds, et une vitesse maximale de 185 km/h, soit environ 150 miles par heure, et il est facile de voir comment le chasseur deviendra la proie. Le P1 Sun transporte une petite ogive de seulement 800 grammes, soit moins de 2 livres, mais il utilise sa vitesse, son agilité et sa supériorité technologique pour infliger un maximum de dégâts à tout Gérant 2 qu'il trouve. Plutôt que de simplement percuter son ennemi, il est équipé d'une intelligence artificielle de vision par ordinateur, comme le Shrike qui le guide sous l'aile du drone ennemi, tel un rémora sous un requin, puis il fait exploser l'ogive grâce à une fusée de proximité. L'explosion déchiquette la structure en fibre de verre du Duran 2 et le pulvérise. Les P1 Sun ne sont utilisés que depuis quelques mois, mais leur bilan est pour le moins intimidant. Skyfall affirme avoir déjà abattu plus de 1500 drones, Gérant 2, avec un taux de réussite d'environ 80%. De plus, cela se fait alors que des opérateurs humains pilotent encore les drones jusqu'à la zone générale du drone cible avant de laisser l'IA prendre le relais. Landgame est un drone intercepteur qui se lance et détruit un drone ennemi tout seul, d'une simple pression sur un bouton. La destruction des drones Guérand 2 en Ukraine change l'équation économique. Il ne faut plus utiliser un missile Patriot à 4 millions de dollars pour détruire un drone à 24 000 dollars. C'est un drone à 20 000 dollars qui est abattu par un drone à 1000 dollars encore moins cher. Maintenant, c'est la Russie qui perd de l'argent dans cette guerre d'usure. Déjà très visible grâce au Shrike, le P1 Sun attire désormais des acheteurs internationaux chez Skyfall. Les États du Golfe comme le Qatar, les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite qui a subi la brutalité de l'attaque Shahad contre l'installation Saudi Aramco en 2019. Ont exactement besoin de ce qu'elle a à offrir. Une défense efficace contre les drones kamikazes iraniens qui menacent depuis longtemps leurs raffineries, aéroports et bases militaires et qui, depuis le lancement de l'opération Fureur épique en mars 2026, les attaquent activement. Même avec des budgets de défense supérieurs à celui de l'Ukraine pour acheter des missiles Patriot américains, cela reste un jeu de chiffres impossible à gagner. Le P1 Sun est essentiel. Plusieurs États du Golfe ont donc signé des accords de plusieurs milliards de dollars avec l'Ukraine. La révolution des laboratoires de sous-sol est désormais mondiale. Le P1 Sun de Skyfall n'est qu'une récente innovation dans la lutte continue de l'Ukraine contre les drones, loin d'être une solution définitive. C'est la version ukrainienne, improvisée, participative et décentralisée du dôme de fer israélien. Au lieu de compter sur des missiles intercepteurs coûteux, ce dôme anti-drone combine des ressources civiles comme les PEAP, des drones de pointe guidés par l'IA comme le P1 Sun et même des lasers. Oui, très bientôt le soutien d'artillerie pour des drones comme Baba Yaga et le P1 Sun pourrait bien être une arme à énergie dirigée appelée Sunray. Capable d'être fixé à l'arrière d'un pick-up, ce petit appareil tire un faisceau d'énergie invisible capable de brûler la structure en plastique d'un drone ou de griller ses composants électroniques. Et surtout, il est peu coûteux. L'appareil, qui coûte quelques centaines de milliers de dollars, reste abordable pour du matériel militaire et ne requiert que du carburant pour le générateur du camion, sans autre munitions. Autrefois un essaim sans fin qui a failli faire s'effondrer le réseau électrique ukrainien, les Gérantes sont aujourd'hui de plus en plus dépassés. Même s'ils survivent au bombardement laser de Sunray, un P1 Sun les attend toujours pour les traquer. À bien des égards, le véritable méga-projet du P1 Sun n'est pas la conception d'un drone en plastique imprimé en 3D. C'est l'écosystème participatif issu de la révolution des labos en sous-sol qui a complètement renversé la définition classique d'un méga-projet militaire. Aucune facture de 1000 milliards de dollars, ni armée d'ingénieurs recrutés par une autorité centrale. Cela n'a pas nécessité le budget du Pentagone, le Skunk Works de Lockheed Martin, ni une subvention d'ARPA de milliards de dollars. Il a juste fallu quelques gars dans un garage et l'ingéniosité collective d'une nation entière. Merci d'avoir regardé.